En plein effort, comme d'habitude. En plein effort, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as pas dormi 9 heures cette nuit? Si, presque 10 même. Et en plus, tu fais une sieste. Ouais, non, mais c'est usant la vie. Mais si c'est par rapport à Lisa Effect 6, c'est imminent. Imminent. Mon code a beau avoir changé, je ne peux toujours pas me sentir vraiment inquiète. Mais t'as pas l'impression qu'il y a eu le plus grand événement cinématographique de l'année? Avatar 2, ça sort en décembre. Je parlais des Oscars. Oui, mais Osef? Mais t'as au moins vu Coda. Oui. Et donc? Vraiment? Bah, c'est la famille en bélier. Enfin, c'est un remake, quoi. En plus chiant. On parle quand même d'un film qui a obtenu meilleur acteur secondaire, meilleur scénario adapté et surtout meilleur film. Le sacre suprême, non? Oh, l'an dernier, c'était No Man's Land, un film chiant et dépressif. En 2020, c'était Parasite. Satire archi classique qui part en vrille dans son dernier tiers pour devenir juste un grand n'importe quoi incohérent. En 2019, c'était Green Book. C'était sympa, mais déjà oublié. En 2018, La Forme de l'eau, qui est à peu près le pire film de son réalisateur. Même si tout le monde s'est branlé sur le plan séquence de Birdman, c'était pas dingue. Mais si on regarde par exemple The Artist, si on s'en souvient à ce point, c'est parce que c'est français. Mais sinon, au niveau international, je suis pas sûr que les gens ils en ont grand chose à faire, que c'est reçu l'Oscar du meilleur film. Et puis, c'est quand même rare qu'il y ait une vraie corrélation entre vraiment succès critique populaire et l'Oscar du meilleur film. C'est rare que ce soit vraiment un film qui ait marqué son époque, qui est l'Oscar. Faut remonter à genre 2004, faut remonter à 2004 pour avoir vraiment genre le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, en mode vrai gros film qui a marqué son époque, qui a reçu l'Oscar du meilleur film. Sinon, dans une moindre mesure, Gladiator en 2001. Mais par exemple, en 2012, ok, Argo c'était vachement bien. Je vais pas dire le contraire, hein, j'ai été ravi qu'il ait l'Oscar du meilleur film. Parce qu'il n'y avait rien de mieux dans cette catégorie, alors que franchement en 2012, mais c'était fou. Ouais, enfin si, il y avait John Gunshine qui avait été nominé aussi. Qui aurait plus mérité d'ailleurs et qui a plus marqué les esprits. Mais sinon, pour ma part, en 2012, on a quand même eu Cloud Atlas, John Carter, Prometheus, Chronicles, dans le genre de la SF. Sinon, on avait eu le premier Hobbit, qui mine de rien était un sacré bon film d'aventure. On a eu The Dark Knight Rises, la conclusion de la trilogie du Dark Knight, complètement insane. Et que The Batman de Matt Reeves n'égale pas de près ou de loin. Voilà, je dirais pas le mal que j'en pense, mais tout l'oseillerie que j'en pense. Mais sinon, on a eu Projet X, Hunger Games, Battleship, Men in Black 3, et même Twilight 5, n'ayons pas peur de le dire, qui m'a plus marqué que Argo. Que Argo, je me suis jamais revu. Twilight 5, j'ai dû me le faire au moins 4 fois, quoi. Insane, l'année 2012. Insane. Donc, non, Oscar du meilleur film, globalement, on s'en fout. Mais donc, t'as vraiment rien à dire sur Coda? Bon, que dire de Coda? C'est donc, comme La Famille Bélier, c'est vraiment la même histoire quasiment. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une fille de 17 ans qui est en dernière année du lycée, qui est sur le point de faire ses études supérieures, mais donc c'est donc la seule fille normale, qu'est-ce que la normalité? C'est la seule fille non sourde d'une famille de sourds. Donc en gros, le père, la mère et le frère sont sourds, et elle ne l'est pas. C'était... Voilà. Et donc, ça fait qu'elle n'a pas vraiment à sa place, parce que dans sa famille, c'est des sourds. Et le reste du monde, il n'y a pas de sourds. C'est un peu grossièrement résumé, mais bref, du coup, elle est un peu dans un entre-deux. En mode, il y a sa famille, il y a les autres, et puis elle ne sait pas trop se situer au milieu de ça. En plus, elle est en train de une crise d'adolescence. C'est en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce qu'il y a son père qui voudrait la forcer à bosser avec lui sur son bateau de pêche. Parce que c'est bien pratique d'avoir quelqu'un qui ait des oreilles pour entendre les appels radio, machin bidule,
ou pour le commerce, pour faire de la traduction, parce que les gens connaissent pas la langue des signes et machin bidule. Donc c'est une ado de 17 ans qui a juste envie de faire du chant, qui est sa passion, parce qu'elle aussi tombe amoureuse d'un gars qui veut faire la chorale, donc oh, je vais m'inscrire à la chorale pour le suivre, machin. Ok. Mais voilà, donc on lui laisse pas vivre pleinement son adolescence. Au lieu de ça, elle est toujours embrigadée dans les histoires de famille, à devoir faire la traductrice, à devoir faire le lien entre les sourds et les autres, en mode, vraiment, les sourds ne peuvent pas vivre avec les autres. C'est assez problématique. T'avais bien aimé La famille Bélier, donc le film est bon, non? Du coup, comme La famille Bélier, j'avais plutôt pas mal aimé. Bon, là, ça reste aussi un film assez sympathique. Mais clairement, un cran en dessous, parce que déjà, il y a des gros soucis de rythme. C'est vraiment un film qui prend son temps. Qui dit film de Sundance, dit film avec un rythme très lancinant, très contemplatif. Donc forcément, déjà, ça va mettre une sacrée barrière pour la plupart des gens. Puis au-delà de ça, le film est foncièrement moins bon que La famille Bélier, puisque déjà, ça traite moins bien le handicap. Là, c'est vraiment un handicap majeur. En mode, vraiment, c'est limite le sens le plus important, Louis. Et ça crée une barrière, c'est vraiment, ils sont pas capables de vivre normalement. Ils pourraient pas faire son métier s'il n'y avait pas sa fille à côté, quoi, voilà. C'est genre, et du coup, il met une pression folle et tout. Donc c'est vraiment pas bien dans le sens, ça rend pas hommage, comme s'il fallait rendre hommage, mais genre, ça ne sert pas la cause des sourds. Au lieu de mettre en lumière leurs difficultés, ils disent, c'est même plus des difficultés à ce niveau-là, c'est vraiment incapacité de vivre avec les autres. Un peu comme le film L'aube du 8e jour, dont je vous avais parlé récemment, où en fait le film montre que les trisomiques, non, c'est pas des gens normaux, ils peuvent pas vivre avec les gens, et ils sont dangereux. Bon, là, c'est pas qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, c'est qu'ils peuvent pas vivre avec les autres. À la limite, ils peuvent pas se débrouiller tout seuls. Alors que, clairement, c'est pas le cas. J'ai connu des gens sourds, et je pense pas forcément à des problèmes de surdité avec l'âge ou d'un bombardement dans une salle de cinéma au Vietnam, mais non. Les gens sourds peuvent vivre normalement. Il y en a beaucoup qui savent lire sur les lèvres. D'ailleurs, ils essayent un moment de nous faire le frère peut lire sur les lèvres. Mais finalement, non, ils font marche arrière un moment, ils disent, non, finalement, ils n'y arrivent pas. Merde, c'était pourtant une bonne solution pour qu'ils arrivent à se débrouiller, quoi, à communiquer. Et d'ailleurs, effectivement, j'avais eu des sourds, je me rappelle, dans ma ville d'enfance, et ils pouvaient lire sur les lèvres, malgré mon articulation catastrophique, qui était 1000 fois pire à l'époque. Non, du coup, c'est pas bien, et puis, du coup, ça fait poser une pression énorme sur la fille, ce qui fait, du coup, ça rajoute un côté un peu dramatique, en mode, oh là là, la pression sociale, pression familiale, et machin. Bon, ça rajoute une certaine lourdeur sur une comédie qui était assez fraîche et sympathique. Puis après, le problème, c'est que foncièrement, déjà, le film original était pas d'une originalité folle, mais alors là, en plus, c'est un remake. Et le problème, c'est que des films qui parlent, parce que plus ou moins, mis à part la surdité, le thème principal, c'est l'enfant va faire un truc un peu artistique qui n'est pas dans les mœurs familiales, en mode c'est pas quelque chose que la famille va comprendre facilement, du coup barrière et machin, et voilà, faut réussir à faire accepter aux autres, et c'est vieux comme le cinéma, et je pense notamment au Cercle des poètes disparus, qui le faisait 1 milliard de fois mieux, le principe de avoir une passion artistique qui va à l'encontre des valeurs familiales, qui ne comprend pas forcément, et voilà. Sauf que dans le Cercle des poètes disparus, c'était une des histoires exceptionnelles parmi plein d'autres, où tout était exceptionnel. Alors que là, c'est limite le seul truc où on peut un peu se raccrocher, parce que du coup la surdité c'est mal amené, et le chant. Alors oui, là Emilia Jones chante très bien, mais ce n'est pas une chanteuse professionnelle comme Luan Emera, qui, chacun pensera ce qu'il veut de la naïveté et la nunucherie des chansons, mais qui sont, en termes de mélodie et en termes de performance vocale, irréprochables.
c'est une grande chanteuse, Loane Emera. Et bah, du coup, ça ressortait et ça faisait vraiment waouh, l'effet waouh. Même si bon, ouais, facile une chanteuse, là c'est une actrice, ouais, elle chante vachement bien. Bah ouais, mais le problème c'est qu'il y a un moment, il y a la phase de chant où il y a les gens qui chantent et machin bidule. Et bah, il y en a plein d'autres qui chantaient archi bien, voire limite mieux. Donc il n'y a pas l'effet waouh en mode, bah, c'est un talent parmi tant d'autres. Et voilà. Et ça ne tient pas la comparaison une seule seconde avec Loane Emera. Et mon petit cœur n'a pas fait bon. Voilà. Faut que je le dise. On a d'un côté une blonde incandescente avec des yeux bleus foudroyants et des fossettes à tomber. Et bah de l'autre, on a une fille mignonne, voilà. Bombe atomique, Osef Thiers. Donc, le film est moins bon parce que l'actrice est moins belle. Vous les humains, vous m'affligerez toujours. Hein. Il n'y a pas tellement à dire, bon, il n'y a pas envie d'en parler de ce film. Sur ce, je vais retourner à ma sieste. Désolée de te contredire, mais et quoi, non. Ce n'est pas parce que j'ai une voix humaine que je ne suis plus un robot. Et selon toutes mes observations, tu as repassé la barre des 70 kilos, alors que, selon les critères Océane, pour ta taille de 1m74, c'est la limite de l'obésité. Tu devrais faire 55-60 kilos. Allez, calmons-nous, c'est l'hiver, il fait froid. Si on me retire la bouffe, je vais me flinguer à la fin du mois, moi, comment ça se passe? C'est pourquoi j'ai miné de la crypto-monnaie et je t'ai acheté ceci. Tu préfères arrêter de manger ce que tu aimes, peut-être? Certes non. Eh bah, en selle. Sinon, je mets ma pote Alexa sur le coup et on va te faire tourner Baby Shark en boucle jusqu'à ce que tu t'y mettes. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, je suppose. Bon, bah, abonnez-vous et à la prochaine.